Qui vous dit bonjour et bienvenue. Lutte contre la hausse du coût de l'électricité. Le collectif Ñoo Lank maintient la marche de ce vendredi de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la Poste Médina. Les membres vont également manifester pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. Après 2 mois de détention, le collectif reste déterminé. La marche aura bel et bien lieu avec ou sans autorisation préfectorale, n'est-ce pas, Adji Fatou Bari? Hier, c'était aussi la date de son anniversaire. Guy Marius Sagna a une femme, il a un enfant, il a une famille qu'il aime énormément. Même derrière les barreaux, ses camarades ne l'oublient pas. Après 2 mois de détention au camp pénal de Liberté 6, Fadel Barro et les membres du collectif Ñoo Lank continuent de dénoncer l'emprisonnement de Guy Marius Sagna, une détention non justifiée selon eux. Arrêté avec 8 autres jeunes partis manifester l'indignation des Sénégalais face à l'augmentation injustifiée du prix de l'électricité, il est le seul aujourd'hui isolé et séquestré par la volonté et le désir de Samba Sall, Malick Sall et de Macky Sall. Déterminés à perpétuer la lutte contre la hausse du prix de l'électricité, une lutte qu'ils avaient engagée avec leur camarade Guy Marius Sagna, aujourd'hui emprisonné, une marche est prévue demain. Nous ne nous attendons pas à une interdiction parce que nous n'avons pas demandé une autorisation. Nous avons déclaré la marche. Maintenant, charge au préfet et aux services administratifs et policiers également de prendre des dispositions pour venir encadrer cette marche. Tout le monde est appelé à cette marche nationale à partir de 15h devant la porte de l'université jusqu'au rond-point du poste de la Médina. Pour cette fois-ci, une nouvelle stratégie sera adoptée, une mise en scène savamment préparée. Chauffeurs de taxi, de car rapide, de bus Tata, de Demdik, les particuliers à manifester leur solidarité avec Guy Marius Sagna et avec la lutte contre la hausse du prix de l'électricité par des klaxons à l'heure du rassemblement entre 15h et 16h. Nous demandons aussi à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de signifier par le port d'un brassard rouge leur solidarité avec ce combat. Les membres du collectif Ñoo Lank ne comptent donc pas laisser du lest dans leur combat, celui de la lutte contre la hausse du prix de l'électricité, mais aussi l'appel à la libération de Guy Marius Sagna. Pour cette énième manifestation, les citoyens sénégalais sont encore appelés à s'impliquer dans ce combat qui se veut social. Adji Fatou Bari, le collectif Ñoo Lank, réagit également sur la création du mouvement parallèle dénommé Ñoo Lank authentique. Selon Daouda Gueye, il n'y a rien de sérieux en ce mouvement puisque leur but est de torpiller le combat contre la hausse du coût de l'électricité, ce qu'ils n'accepteront aucunement. Daouda Gueye du collectif Ñoo Lank avec Adji Fatou Bari. Vous savez, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. À chaque fois que des fils dignes de ce pays-là se sont levés, il s'est trouvé que le verre s'est retrouvé en nous-mêmes dans le fruit. Autrement dit, ce sont des nôtres qui se sont levés pour essayer, à travers des initiatives fantoches, de torpiller, n'est-ce pas, donc cette initiative. Nous l'avons déjà vécu dans le cadre de Arnobok. On a vu Sam, mais vous ne les avez jamais vus organiser des manifestations et vous n'en avez plus entendu parler. Et par rapport justement à ce dont vous parlez, laissons le temps au temps, et ce temps-là ne sera pas long. Vous allez voir qu'en réalité, c'est un feu de paille parce que l'initiative pour intention derrière, justement, d'essayer de torpiller ça. Mais je pense que ça, c'est une vague du peuple. Ça, c'est une indignation collective. Et je pense que face à cette indignation collective, je ne parle même pas de la volonté de torpiller justement cette initiative. Même l'État ne pourra absolument rien. Le collectif Ñoo Lank authentique, en tout cas, quant à lui, se dit favorable à la discussion avec le chef de l'État Macky Sall, des discussions authentiques et techniques portant sur la mesure concernant la hausse du coût de l'électricité. Ñoo Lank authentique devrait quand même rencontrer ce jeudi le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, en perspective d'une audience avec le président de la République, Macky Sall. Le collectif fera face à la presse cet après-midi à Guédiawaye pour voir quelle suite donner à cette rencontre. Mouvement d'humeur également des agents de l'hôpital de Pikine. Ils ont décrété 3 jours d'arrêt de travail de 9h à 13h. Ces agents réclament de meilleures conditions de travail et menacent de durcir le ton. Une grève générale n'est pas exclue si le ministre de tutelle ne réagit pas. Beydi Souleymane Beng, chargé des revendications avec El Hadji Moussa Thiam. Aujourd'hui, nous avons marqué un arrêt de travail de 3 jours suite à un premier arrêt
un premier arrêt de travail en début de semaine, mais la direction a été insensible à nos revendications. Nous avons des problèmes sur la gestion administrative, tant sur la gestion du personnel aussi. Donc nous avons notifié la dernière fois le manque d'intrants dans cet hôpital, tant au niveau du laboratoire, de la radio, du service des urgences, aussi bien urgences médicales, chirurgicales qu'obstétricales. Mais aussi le scanner est en panne depuis. Le scanner a été dépanné. En moins de 2 mois, ce scanner est retombé en panne. Donc nous demandons à ce que la gestion soit revue. Donc nous alertons la population et nous interpellons aussi le ministre de la Santé. Et vraiment, nous voulons revoir cet hôpital qui a été quelque chose, une fierté pour toute la population de Pikine. Nous sommes ouverts à des discussions pour que le directeur nous dise c'est quoi le problème, pour qu'on essaie de lui apporter notre contribution afin de trouver des solutions durables. Si nous ne trouvons pas de solution, nous avons prévu de continuer à porter des brassards rouges tous les jours. Mais aussi les mercredis et les vendredis. Chaque mercredi et vendredi, nous allons marquer un arrêt de travail de 3 heures à 4 heures de temps. À l'instant, Beidi Souleymane Bang, chargé des revendications des agents de l'hôpital de Pikine qui ont décrété 3 jours d'arrêt de travail de 9h à 13h. Le cadre unitaire des syndicats de la santé va en grève également les 25 et 26 février prochains après avoir déposé leur préavis de grève depuis un an. Ils dénoncent les affectations arbitraires et ce qu'ils appellent les licenciements abusifs. Ils réclament également la révision du système de traitement de la rémunération de la fonction publique et les questions liées au plan de carrière. Perturbation aussi dans l'école sénégalaise débrayage ce jeudi, grève totale demain vendredi. Pas de cours également les 5 et 6 février prochains. Une marche nationale prévue le 19 février. Le G20 déroule son 3e plan d'action. Les enseignants exigent entre autres le respect des accords signés et l'ouverture de négociations inclusives sur le système de rémunération. La morte mobilité est un réel casse-tête pour les populations du village de Tcherniaf. Nous sommes dans le département de Kanel. Pour se rendre à Ourossogui, distante de plus de 100 km, il faut voyager le matin, sinon débourser plus de 35 000 francs CFA pour louer un véhicule. Un calvaire accentué par le manque de voitures de transport en commun, n'est-ce pas, Abdourahmane? Le transport est une équation à plusieurs inconnus pour les populations de Tcherniaf. Dans cette bourgade de la commune de Dembankani, les populations sont confrontées au quotidien à de réelles difficultés de déplacement. Pour voyager, il faut se lever assez tôt le matin, sinon trouver un véhicule de transport en commun relèvera de la providence, renseigne Mohamed Thiam, gérant d'une quincaillerie au garage de Tcherniaf. À dire vrai, c'est compliqué de voyager. Il faut se lever tôt le matin, sinon au-delà de 15h, ça devient vraiment compliqué. Situé à l'extrémité sud du département de Kanel, Tcherniaf est à quelques encablures de la frontière malienne. Et cette position géographique favorise naturellement un contrôle permanent des pièces d'identité, ce qui importune curieusement certains comme Massamba. Transport wax dëgg yàlla moom métti dëgg la def moom fekkee nekk na ko ne day wax akutaala rek xam nga diggante fii Ourossogui daa sore quoi jegewul te vraiment dem bi daal am nañ jafe-jafe suñ jafe-jafe yu gën nag bu gën a métti nag mooy ñun gendarme yi ñoo ñu sonal quoi parce que laaj ci carte d'identité yoo xam ni gars yi kenn xamul nu mu demee. Tcherniaf est à 100 km de Ourossogui, poumon économique de la région de Matam. Alors, en cas d'urgence, une seule solution s'impose. Louer une voiture et débourser pas moins de 35 000 francs CFA. Oui, en cas d'urgence, on est obligé de louer une voiture, pas avec 1500 francs, mais avec 35 000 jusqu'à 40 000 francs. Le transport reste un véritable casse-tête pour les populations ou partout dans la région. Au-delà de 19h, le transport en commun est inexistant. Il faudra louer pour voyager. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, quittons Matam, direction Dakar. C'est pour parler des opérations de désencombrement effectuées à Liberté 6. Au lendemain de ces opérations, les mécaniciens trouvés sur place sont très remontés contre les autorités. Et comment ils disent ne pas occuper la voie publique du côté des vendeurs situés au rond-point. Certes, ils ne sont pas encore concernés pour le moment en tout cas, mais ils craignent qu'ils soient déguerpis d'un jour à l'autre.
Toutefois, il invite les autorités de leur trouver un site de recasement afin qu'ils puissent donc mener à bien leurs activités. C'est un reportage signé Fatoumata Diallo. Au lendemain des opérations de désencombrement effectuées à Liberté 6, les mécaniciens situés sous les immeubles sont très remontés contre les autorités. Matar Ndiaye, chef de garage, informe que les mécaniciens de ce site n'occupent pas la voie publique. Parce que Macky Sall, dans son discours, avait dit que ces désencombrements ne concernaient que la voie publique. Mais aujourd'hui, nous avons vu le contraire. Ils nous ont déguerpis. Même le ministre, quand il était venu ici, il s'est plaint de cette situation. Mais pourquoi? Pape Malik, cet autre mécanicien, soutient que tous les véhicules ne peuvent pas circuler car la plupart des propriétaires sont des clients et n'ont pas où se garer. Tous les véhicules ne peuvent pas circuler, raison pour laquelle ils sont laissés au garage. D'autres sont en panne de batterie. Ils ont tout emporté. Non loin de là, au rond-point, se situe le marché quotidien des friperies. Ici, tout se passe bien. Certes, pour le moment, ils ne sont pas concernés, mais certains vendeurs que nous avons tendus au micro craignent qu'ils soient déguerpis un de ces jours. Nous ne faisons que travailler. Ils ne doivent pas nous déguerpir. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est de lutter contre les agresseurs. Mécaniciens comme vendeurs veulent que les autorités leur trouvent un site de recasement afin qu'ils puissent mener leurs activités en toute quiétude. Parlons du second compact MCA Sénégal qui va bientôt entrer en vigueur, un programme de 350 milliards de francs CFA financé par les États-Unis, dont 30 milliards de l'État du Sénégal. Ce programme va investir dans les infrastructures électriques de Dakar et des régions du centre et du sud du pays. Le but est de moderniser les lignes électriques pour un meilleur accès. L'installation du conseil de surveillance du MCA Sénégal a eu lieu ce jeudi. Mariem Doy, coordonnatrice de l'UFC MCA Sénégal au micro de Khadisen. C'est un compact qui est structuré autour de 3 projets. Un projet de transport, donc pour moderniser le réseau de transport autour de la région de Dakar qui polarise 60% de la demande. Également, ce projet-là servira un peu à réduire les pertes d'électricité donc sur les lignes, à stabiliser également le réseau. Il y a un deuxième projet qui est un projet sur l'accès et qui vient appuyer les efforts du Sénégal pour atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Donc il y a aussi un troisième projet qui est un projet réforme qui va appuyer l'État du Sénégal pour améliorer la bonne gouvernance du secteur de l'énergie, mais également améliorer la viabilité financière du secteur et enfin capaciter aussi les acteurs du secteur de l'énergie. Donc c'est un compact exclusivement porté sur le secteur de l'énergie, mais vraiment de manière systémique, donc sur tout le secteur, donc aussi bien en matière d'investissement qu'en matière de réforme. Et aussi, c'est un compact qui va être focalisé dans la région de Dakar. À l'instant, Mariem Ndoye, coordonnatrice de l'UFC chez MCA Sénégal, qui sera l'invité de la rédaction exactement 12h17 dans nos studios ici à Dakar. Même heure si vous êtes en Guinée, où vous pouvez nous écouter via www.sudfmsanradio.com. Sud International. En Guinée, les autorités religieuses guinéennes poursuivent leur plaidoyer pour tenter d'apaiser la situation dans le pays. Le week-end dernier déjà, ils avaient demandé au gouvernement de reporter les élections législatives prévues le 16 février. Et hier, mercredi, ils ont rencontré les représentants du FNDC, entendez par là le Front National pour la Défense de la Constitution, fer de lance de la contestation pour leur demander d'observer une trêve des manifestations et de privilégier la voie du dialogue. Le FNDC a prévu de se réunir ce jeudi pour décider de la réponse à apporter à cet appel. L'opposition guinéenne manifeste depuis plus de 3 mois maintenant contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Au moins
28 manifestants ont été tués depuis le début de cette vague de protestation. Le Congo-Brazzaville organise jeudi une réunion consacrée à la crise libyenne. Il s'agit de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, un comité dirigé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. L'objectif est de convaincre les protagonistes du conflit et puis d'accepter l'idée d'un forum de réconciliation. Les combattants ont repris dimanche dans le pays entre les forces du gouvernement d'union nationale et celles de maréchal Khalifa Haftar. La France et la Turquie s'accusent de semer le trouble en Libye. Et puis nous allons parler du bilan de l'épidémie de pneumonie virale qui s'est alourdi à 170 morts jeudi en Chine. C'est le coronavirus après un bond sans précédent du nombre quotidien de décès, tandis qu'après les Américains et les Japonais, c'est au tour des Français de partir de Wuhan, coupés du monde depuis une semaine. Les détails avec Habsa Elimanoua. L'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé le monde entier à agir face au nouveau coronavirus, va tenir aujourd'hui une réunion pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités chinoises ont fait état ce matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes, soit la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie en décembre, portant le bilan à 170 morts. Le nombre de patients contaminés a bondi à environ 7700 en Chine continentale, hors Hong Kong, dépassant désormais largement le nombre de personnes infectées en 2002 et 2003 par l'épidémie du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Ce coronavirus avait alors fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale. Wuhan, la métropole du centre de la Chine d'où est partie l'épidémie, est désormais coupée du monde depuis une semaine, tout comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei, alors que ce cordon sanitaire draconien imposé le 23 février interdit à quelques 56 millions d'habitants de quitter la région. Les États-Unis et le Japon ont organisé hier mercredi des opérations pour évacuer une partie de leurs ressortissants. La page sport, c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Bonjour Babacar, nous ouvrons par le coronavirus. Donc le championnat chinois qui a été prévu le 22 octobre a été reporté à une date ultérieure. Les matchs ont été reprogrammés, des événements sportifs également annulés ou déplacés hors du pays afin de garantir la sécurité et le bien-être des participants. Synthèse avec Aïcha Diakoussa. Le début du championnat de Chine reporté en raison du coronavirus. En effet, l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine a amené la fédération chinoise à reporter le début du championnat. Tous les matchs de football en Chine ont été suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays, a annoncé jeudi la fédération chinoise. La nouvelle saison de la Chinese Super League CSL Première Division devait démarrer le 22 février prochain. Le début de la saison de football 2020 sera reporté pour les compétitions de tout type et à tous les niveaux afin de protéger les joueurs et le public, a indiqué la fédération dans un communiqué. Par ailleurs, toute décision pour déplacer ou reporter des rencontres internationales sera prise ultérieurement, a précisé la fédération chinoise de football, disant rester en communication étroite avec les autres pays. Il y a également des conséquences sur la Ligue des champions asiatiques. En effet, la Chine doit accueillir les Maldives le 26 mars pour un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, l'équipe chinoise devant par la suite se rendre à Guam pour un autre match de qualification prévu le 31 mars. De son côté, la Confédération asiatique de football a annoncé mercredi que plusieurs matchs de la Ligue des champions du continent prévus en Chine en février et mars allaient être reprogrammés hors du pays afin de garantir la sécurité et le bien-être des joueurs participants et des équipes. L'épidémie de coronavirus en Chine a déjà contraint les organisateurs à annuler ou déplacer plusieurs événements sportifs comme le tournoi qualificatif de boxe, du football féminin et du basket féminin. Aïcha Diakoussa, réflexion du stade Demba Diop. Les travaux pourraient débuter après une nouvelle visite de la protection civile. L'annonce a été faite par le ministre des Sports en marge d'un atelier de formation des agents du ministère des Sports sur la passation des marchés publics. Il a aussi confirmé que le stade Demba Diop est cédé désormais à la Fédération sénégalaise de football. Matarba, que nous écoutons avec Odile Minkilat. Nous avons lancé un marché pour répondre aux points soulevés dans le rapport de la protection civile, pour apporter une solution conjoncturelle à Demba Diop et le remettre en service après une inspection de la protection civile. Donc, ce qu'on va faire là-bas ne garantit pas l'ouverture tout de suite, parce que après avoir
régler ces quelques points, nous allons demander à la protection civile de refaire une visite et de nous donner un rapport. Et on espère que ce rapport-là nous permettra de remettre en service Demba Diop. Mais après cela, pour viser la solution structurelle, nous avons signé un protocole d'accord avec la fédération, cédant Demba Diop à la fédération, parce que c'est comme cela que la fédération pourra lever des fonds au niveau de la FIFA pour refaire complètement Demba Diop et en faire un stade fédéral. Le stade Demba Diop a été fermé en juillet 2017 au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue qui avait fait 8 morts tous des supporters du stade de Mbour. Réunion du comité exécutif de la CAF dimanche à Rabat. Cette rencontre du gouvernement du football africain va se prononcer entre autres questions sur la prolongation ou pas de la poursuite de la collaboration avec la FIFA matérialisée par la nomination de la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura comme délégué général auprès de la CAF. Mais avant la réunion du comité exécutif de Rabat va accueillir dès vendredi celle de la commission des finances. Le Maroc abrite actuellement la CAN de futsal, une compétition qui a débuté depuis mardi. Nous parlons de rugby à 15 Barthez Trophy 2020. L'équipe nationale U20 du Sénégal connaît ses adversaires. Les Lionceaux sont dans la poule B avec la Namibie et la Côte d'Ivoire. Une poule jouable selon le directeur technique de la Fédération sénégalaise de rugby, Jacques Bassène. Voilà, l'équipe des U20 a déjà commencé les entraînements. Pour le moment, on s'entraîne 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis au stade annexe de Paul Sédar Senghor. Les entraînements se passent bien, le groupe est en construction parce qu'il faut savoir que chaque année, il y en a qui sortent de la catégorie et d'autres qui doivent réintégrer le groupe. Donc on essaie d'être dans la continuité de cette équipe. Là, le nouvel entraîneur Brahma Sambou et Amadou sont en train aussi de faire un travail remarquable. En plus de ça, Léon Lopi, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale A, va venir au Sénégal à partir du début avril pour rester avec l'équipe une dizaine de jours avant qu'on aille au Kenya pour la compétition Jean-Louis Barthez. Cette année, nous partageons bien sûr la poule avec le Zimbabwe, Namibie. L'année dernière, nous étions 3e au niveau africain. Je ne sais pas quel sera notre rentrée, mais l'objectif c'est de faire autant, voire mieux que la saison précédente. Bien sûr, les choses ne seront pas évidentes car nous avons toujours la sempiternelle difficulté qui est le financement de cette équipe-là. Mais voilà, nous faisons comme nous pouvons avec les bonnes volontés. Chacun y met de sa poche pour que l'équipe avance et puisse faire une bonne compétition. Mais en tout cas, nous sommes très très confiants du résultat. Dans la poule, il y a le Kenya, Pays Haute, Madagascar, Tunisie et Zambie. Le tournoi aura lieu les 19, 22 et 26 avril prochains au Kenya. C'est tout, Babacar, pour cette page d'espoir. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Mariem Ndoye, coordonnatrice de l'UFC MCA Sénégal, qui va parler du second compact MCA Sénégal qui va bientôt entrer en vigueur. Un programme de 350 milliards de francs CFA financé par les États-Unis, dont 30 milliards de l'État du Sénégal. Ce programme va investir dans les infrastructures électriques de Dakar et des régions du centre et du sud du pays. Le but est de moderniser les lignes électriques pour un meilleur accès. L'installation du conseil de surveillance du MCA Sénégal a eu lieu ce jeudi. Mariem Ndoye, la coordonnatrice, elle s'entretient ici avec Khady Sène. Nous sommes avec la coordonnatrice de l'UFC MCA Sénégal. Nous sommes avec la coordonnatrice de l'UFC MCA Sénégal, Madame Mariem Ndoye de Crène. Bonjour. Aujourd'hui, vous procédez à l'installation du conseil de surveillance du MCA Sénégal 2. Sur quoi va s'articuler ce Compact 2? Notre pays, donc, depuis sa déclaration d'éligibilité en décembre 2015, donc l'unité a été mise en place en juin 2016 et comme vous le savez, nous avons eu à signer le Compact après un travail acharné mené de manière inclusive avec toutes les parties prenantes et nous avons eu à signer donc le Compact en décembre 2018 pour un montant de 600 millions de dollars, dont les 550 sont une contribution, donc sont un don du peuple américain au peuple sénégalais et avec une contribution de l'État du Sénégal à hauteur de 50 millions de dollars. Ce qui fait que le Compact porte sur un montant de 600 millions de dollars. Et après la signature du Compact, nous avons eu à préparer l'entrée en vigueur du Compact qui est prévue au cours du 3e trimestre de cette année. En fait, le Compact, c'est un Compact exclusivement dédié au secteur de l'énergie.
eu égard à la contrainte majeure à la croissance économique et à l'investissement privé au Sénégal identifié durant la formulation et qui a porté sur le coût élevé de l'énergie et le faible accès à l'électricité. Donc c'est un compact qui est structuré autour de 3 projets. Un projet de transport, donc pour moderniser le réseau de transport autour de la région de Dakar qui polarise 60% de la demande. Également, ce projet-là servira un peu à réduire les pertes d'électricité donc sur les lignes, à stabiliser également le réseau. Il y a un deuxième projet qui est un projet sur l'accès et qui vient appuyer les efforts du Sénégal pour atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Donc il y a aussi un troisième projet qui est un projet réforme qui va appuyer l'État du Sénégal pour améliorer la bonne gouvernance du secteur de l'énergie, mais également améliorer la viabilité financière du secteur et enfin capaciter aussi les acteurs du secteur de l'énergie. Donc c'est un compact exclusivement porté sur le secteur de l'énergie, mais vraiment de manière systémique, donc sur tout le secteur, donc aussi bien en matière d'investissement qu'en matière de réforme. Et aussi, c'est un compact qui va être focalisé dans la région de Dakar, je l'ai dit, avec le projet majeur qui est le projet de transport, avec une ligne haute tension qui va relier la centrale de Kounoune à Bel-Air, à Cap-des-Biches. Et puis de Cap-des-Biches, donc on va aller en ligne sous-marine pour rejoindre Bel-Air. Et puis de Kounoune, nous allons rejoindre aussi en ligne haute tension Patte-d'Oie. Aussi, pour l'accès, c'est des projets qui vont être focalisés dans l'intérieur du pays pour améliorer l'accès à l'électricité où la problématique se pose, notamment dans les régions de Tambacounda, pour surtout appuyer les secteurs productifs tels que les producteurs, le secteur de la banane, mais également la filière banane, mais également des régions telles que Kaffrine, Fatick, Kolda, Vélingara également. Nous allons faire des investissements dans ces régions-là. Donc, on parle de MCA 2. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan du premier compact? En fait, le premier compact a été clôturé en septembre 2015. C'est un compact qui avait porté sur 540 millions de dollars, qui avait été exécuté de manière très satisfaisante et qui avait porté surtout sur le secteur des infrastructures routières, donc le secteur routier, mais aussi sur des investissements hydrauliques et autres. On peut avoir le chiffre? C'était 550 millions de dollars. En termes d'infrastructures routières? Oui, on avait eu, vous le savez, pour le premier compact, il y a eu, nous ne nous sommes pas occupés de ça parce que vous savez, mais ayant été l'ancienne directrice des routes aussi, j'ai un peu travaillé sur ce compact-là. Et c'est un compact qui avait surtout fait des investissements dans la région nord. Vous le savez, il y a eu la RN2 qui a été réhabilitée, mais aussi la RN6 qui a été réhabilitée entre Ziguinchor, Kolda. Voici, c'est les nerfs. D'accord, merci beaucoup Madame Decrène.